Coucou mon pom 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 pom. Bon, voilà. Alors, dites donc, sur quoi est-ce qu'il va bien pouvoir porter l'épisode d'aujourd'hui, hein? Mystère. Et dis donc, c'est quand même le 3e sur Star Wars, ça commence à faire un peu beaucoup la pécaïre. Bah franchement, Cathy, moi tu sais, je pourrais que causer de Star Wars et de Batman, hein, globalement. Même dans la vraie vie, en fait. Alors, hein, c'est déjà pas mal qu'il y ait d'autres thèmes qui s'intercalent. Alors oui, nous avons déjà eu l'épisode 1 sur Yoda et la sophronisation de base. L'épisode 11 sur Dark Vador et le soufflet thoracique. Aujourd'hui, pour l'épisode 20, j'avais envie de me pencher sur le cas de mon chouchou, R2D2. Une fois sur 10, un Star Wars, moi je dis ça va, non? Oh oui, et puis moi aussi je l'aime bien R2. Ah, tu vois Kachi, mauvaise langue que tu es, il est content notre pompon. Un des gros charmes de Star Wars, ce sont les sidekicks. Même si nous verrons qu'en réalité, R2 ne l'est pas tant que ça. Il faut reconnaître qu'ils sont incroyablement bien réussis, tant au niveau du design que de la personnalité. Oula, tut, je t'arrête tout de suite mon pompon. Jar Jar Binks n'entre pas dans cette catégorie. C'est une erreur de parcours. Oubliez ça tout de suite, ce n'est pas le droïde que vous recherchez. Oh, coucou Captain Sophro, vous parlez de quoi? Oups, j'y suis peut-être allée un peu fort. Eh ben, je disais à quel point on aime les personnages secondaires dans l'univers Star Wars. T'as qu'à voir le charisme du chasseur de primes, qui n'apparaissait pourtant pas si longtemps au départ, et la place qu'il a fini par prendre. Un style incroyable. Chewbacca, un personnage dont on ne parle pas la langue et qui porte une ceinture de munitions pour tout vêtement, et pourtant, franchement, moi j'ai pleuré de le voir si triste quand il arrive, tu sais quoi, à tu sais qui. Assez chouette origin story dans Solo d'ailleurs, film qui aborde un peu la notion de l'esclavage, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, avec une interprétation plus sensible dans l'épisode 8. Bon bref, Chewbacca c'est un vrai héros, on l'adore. Est-il nécessaire de préciser à quel point on kiffe ces 3 PO par ici? C'est le pleutre binoclard préféré de toute la galaxie. Cependant, il incarne aussi une forme de chevalerie à l'ancienne, en ce sens qu'il est sensible à la vraie noblesse, dont il se considère le serveur naturel. Je rappelle que si on ne l'utilise presque plus que comme traducteur, il s'agit d'un modèle protocolaire au départ. Les valeurs de Leia sont celles qu'il reconnaît et auxquelles il fait allégeance. Très bien, mais moi, mon préféré des préférés, c'est R2D2. Oui, ok, je sais, tout le monde kiffe BB-8 maintenant. Oui, alors je sais aussi, je francise d'un côté et pas de l'autre, mais figure-toi que ça correspond à 2 époques de ma vie très différentes, ces 2 mondes-là. Désolé, pas désolé, j'étais pas bilingue à 5 ans, et sorry not sorry, I am now, bitches. Mais on se calme, il y a des oreilles sensibles ici, n'écoute pas Pichoun, c'est des bêtises ça. Oui, non mais je l'ai senti en le disant, hein, chouille too much, pardon. Bon, je reconnais que BB-8 était très chou, mais tu sais ce qui lui manque à BB-8, hein? Le sais-tu? Des petits pieds. Gade un peu les petites danses de joie de R2. Mais ça, c'est irrésistible. Franchement, ce petit gars, c'est littéralement une boîte de conserve, et pourtant, il est expressif comme pas permis. Écoutez, à mes yeux, c'est du génie. On vient de le souligner pour Chewbacca, dont chaque grognement a une intention plutôt intelligible. Bon, globalement, soit il râle sur le faucon Millennium qui a toujours un boulon de traviole, soit il est chaud pour la bagarre, soit c'est un grand gaillard bien déconstruit qui n'éprouve aucune difficulté à exprimer ses émotions amicales avec ses immenses bras poilus. Mais avec R2, je trouve qu'on passe le cran au-dessus, vu que le petit chou n'est pas humanoïde et se trouve donc fort limité dans sa gestuelle. Sur le plan, on n'est pas parti pour capter un broc de ce qu'il dit. Et pourtant, quelle richesse dans son expression. Bon, déjà,
pour les 2 sceptiques du fond que je sens prêts à gâcher la fête en dégainant le célèbre argument de l'anthropomorphisme afin de nier la capacité de ce petit robot à communiquer en imputant ce que l'on en reçoit à notre seule interprétation, à cela je réponds « oui, c'est pas faux ». Non, mais je vous l'accorde seulement partiellement. R2 bénéficie en effet du syndrome Hello Kitty. Comme elle, il n'a pas de bouche. Du coup, on peut projeter sur son visage l'expression que l'on éprouve. Ça permet d'entrer très facilement en empathie avec le personnage. Et il nous le rend bien, j'y reviens. Néanmoins, je vous rappelle qu'alors qu'il est en route avec Luke pour aller trouver Yoda dans le système Dagobah, leur dialogue s'affiche sous forme de vraies phrases sur l'écran du vaisseau, vu que R2 est vissé tel un mignon petit boulon à son poste de mécano à l'extérieur du dit vaisseau, tandis que Luke est dans l'habitacle, hop, on passe par le chat pour se causer. En vrai, je suis pas sûre qu'ils aient gardé ce biais de dialogue dans les versions remasterisées, mais il existe une ligne iconique inscrite sur l'écran du vaisseau d'Anakin, fait demi-tour et rentre à la maison. Bon, déjà, ça prouve bien qu'il maîtrise le langage et qu'il parle de façon très construite. Ah, alors, on fait moins les malins les casse-bonbons. Notons que s'il se sert de sa capacité à communiquer, c'est pour donner son avis personnel, bien loin d'un simple programme à obéir à l'humain. Il tente de retenir Anakin dans sa chute vers le côté obscur. C'est ce qu'il craint pour Luke. C'est peut-être ce qu'il exprime vraiment d'ailleurs en livrant ses doutes au sujet du voyage vers Dagobah. Il fait mine de s'inquiéter du danger pour les droïdes, mais en réalité, peut-être veut-il seulement éviter que l'histoire ne se répète en faisant de Luke un Jedi, comme son père avant lui. Oui, parce que je vous signale que ce petit bout de ferraille est le seul, en dehors d'Obi-Wan, Yoda et Vador, à connaître le secret des origines de Luke. Et oui, il sait, lui, qui qu'est son père. Du coup, il en met de l'énergie à ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est ce qui fait de lui un droïde bien plus indépendant, doté d'un libre arbitre bien plus fort que nombre de ses congénères. Parce que la dernière fois qu'il a obéi, en dépit de ses convictions et de son intuition, il n'a jamais revu celui qu'il aimait. Reste avec le vaisseau R2 sont les dernières paroles qu'il a reçues d'Anakin avant qu'il ne devienne Vador. C'est pour ça qu'il ne reste jamais là où on le lui dit. Il sort du vaisseau et protège son ami quoi qu'il en coûte. Son caractère, il le doit en partie à son cœur blessé et à ses regrets. Par ailleurs, le reste du temps, franchement, on comprend tout ce qu'il dit. Un petit chant de perruche quand on est perdu dans le désert. On meum d'un air dégagé quand on a choisi d'aller dans une direction tout seul. On hurle quand on glisse et tombe dans un trou dans un vaisseau instable et ou qu'on s'est fait recracher violemment par un monstre marin, et j'en passe. On comprend tout, je vous dis. R2, il est de tous les plans, de tous les combats. Il faudrait s'y pencher vraiment, mais je me demande s'il n'a pas le record des interventions de premier plan dans l'intrigue. Qui projette le message de Leia « Au secours, Obi-Wan Kenobi » ? Qui coupe le système du vaisseau pour que personne ne soit broyé dans le vide-ordure géant ? Qui se fait embaucher comme serveur chez l'ennemi, tel un agent secret en couverture, histoire de balancer son sabre laser à Luke pile au bon moment ? R2. Et puis, c'est qu'il se bat aussi. Et que ça envoie des coups de jus, et ça enflamme, et ça fait du fumigène pour couvrir les replis, le gars est partout. Et il est souvent reconnu et traité comme le héros de la résistance qu'il est. Je te disais au début d'épisode que ce n'est pas tout à fait un sidekick. Il change d'équipier d'ailleurs. Anakin, puis Luke, sans compter son sidekick à lui, c'est 3 PO. Je suis pas en train de dire que Star Wars c'est sa saga à lui, mais je trouve qu'il y joue un rôle de premier plan avec un arc narratif personnel et très cohérent. Tout à l'heure, quand je t'ai parlé du fait que le public développe immédiatement de l'empathie pour ce personnage, grâce à l'effet miroir de son absence relative d'expression faciale, je t'ai dit qu'il nous le rendait bien. Eh bien, j'y reviens. R2, c'est le seul personnage de toute la saga, à ma connaissance en tout cas, ne me tapez pas et dites-le moi gentiment si je me suis trompée, c'est pas la peine de crier « Calmez-vous !»
Oh, Captain Sophro, c'est le retour de la grosse veine sur le front. Moi, j'aime pas tellement ça. Ah oui, non mais je suis montée d'un coup, dis donc. Merci mon pompon, c'est fini. Donc R2, à ma connaissance, et en tout cas si ce n'est pas le seul, c'est celui qui le fait le plus régulièrement, c'est celui qui brise le quatrième mur. Qu'est-ce que le quatrième mur, me diras-tu mon pompon? Ah ben oui, voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la paroi symbolique qui sépare la fiction du public qui la regarde. Par exemple, un aparté au théâtre, quand le personnage dit un truc secret à part, on dit que ça casse le quatrième mur, parce que c'est à nous que ça s'adresse. C'est un des ressorts narratifs de la série Fleabag, par exemple. L'héroïne fait rien que de tourner les yeux vers la caméra pour nous causer à nous, à l'insu des autres persos, laissant en arrière-plan l'action qui continue de se dérouler dans l'histoire. Harrison Ford le fait souvent, pas dans Star Wars, mais dans Indiana Jones. Tu sais, ce petit regard caméra du style « Eh bah super, c'est reparti pour les problèmes ». Tom Selleck le faisait énormément dans Magnum, ce petit mouvement de sourcil face cam en complicité totale avec le téléspectateur. Bon ben R2, il commente l'action, il juge son interlocuteur, il partage ses désaccords en tournant la tête vers nous avec le petit viseur bien sur la caméra. Il nous inclut complètement dans sa vision de la scène et ça marche. On est toujours d'accord avec lui. Il y a des fois où je me demande si c'est pas lui le narrateur de l'histoire, puisqu'il en est la mémoire, l'un des rouages principaux, mais aussi qu'il a conscience d'être dans une histoire. Bon, sans compter sa capacité à projeter des hologrammes, etc., tel un petit ciné portatif. Héros OS et héros AULT, c'est pas mal pour un si petit robot. Alors justement, la thématique du robot est traitée de façon très intéressante dans Star Wars, en ce qu'elle fait toujours écho à une équivalence humaine. Prenons les droïdes de combat impériaux B1 puis B2. Contrairement à R2, alors qu'ils sont plus humanoïdes, ils sont particulièrement dénués d'expressivité, et on n'oublie jamais qu'il s'agit de machines, même si les modèles B2 sont plus indépendants. Or, leur design et le fait qu'ils soient toujours en masse avec un déplacement de groupe très militaire n'est pas sans rappeler l'impression que donnent les clones des troupes impériales. Donc pour le coup, la deuxième génération s'éloigne totalement du modèle de Boba Fett, le chasseur de primes, pour devenir de plus en plus teubé et robotique. On peut aussi faire le parallèle entre les robots très humanisés, type protocolaire par exemple, et le chemin inverse parcouru par les humains robotisés. Notamment chez les Sith, je t'en avais parlé dans le premier épisode. On perd son corps et son âme d'un côté quand on les gagne de l'autre. Enfin, le robot est initialement et par nature apparu pour être l'esclave docile de l'humain. Or, des esclaves, on en a vu souvent dans la saga, à commencer par Anakin et sa mère. On les retrouve dans Solo, je t'en parlais tout à l'heure, et surtout dans l'épisode 8, Les Derniers Jedi, avec une très jolie sensibilité sur l'asservissement des animaux également avec les jeux de course. L'enfant humain esclave est sensible à la condition des phasieurs, des bêtes entravées et maltraitées, qui servent un petit peu de chevaux de course, et l'enfant les libère. C'est aussi ce qui accompagnait le signe que l'espoir vivait encore pour un éveil de la force caché dans les mains des plus faibles. Eh bien, les robots sont systématiquement ramenés à cette condition d'esclaves, eux aussi. Rappelle-toi, R5-D4, le droïde rouge et blanc franchement cousin de R2, qui tombe en rade et qui est foutu à la casse chez les Jawa, qui font dans la traite de droïdes reconditionnés. Otini! Oui, exactement, c'est eux, mon pompon. C'est chez eux que Luke acquiert C3PO et R2. Même chose chez Jabba the Hutt, en couverture donc, R2 voit un simple droïde d'alimentation, un 8D8, se faire marquer au fer rouge sous les petits pieds. C'est sûr que tu te rappelles de son cri de douleur à ce moment-là. Même lui, qui ne semble pas d'une technologie très évoluée, même lui ressent la souffrance, éprouve des sensations et des émotions, car on voit qu'il se débat et a peur avant son marquage.
Les druides, paradoxalement, nous ramènent sans cesse à notre sensibilité. Ils nous rappellent à notre discernement en ce qui concerne le bien et le mal, ce qui est tout de même le cœur même de la saga, faire le choix de la justice et du côté lumineux. Les derniers des derniers, non humains, même pas animaux, outils créés pour servir. Les robots, dans Star Wars, ont pris une place bien particulière dans nos cœurs et ont toujours su éveiller nos émotions par leur singularité et leur personnalité. Si j'ai choisi R2 cette semaine, c'est pour te parler d'un exercice de relaxation dynamique qu'on appelle tout simplement l'exercice du cou et qui correspond exactement à tout ce dont on vient de parler avec R2D2. C'est quelque chose qui, évidemment, ne sert qu'à mobiliser le cou. Or, c'est à peu près la seule partie du corps qu'R2 peut réellement bouger et qui lui sert à être autant expressif. On en a parlé, par exemple, avec sa manière de briser le 4e mur. Je crois même que son petit cou est capable de faire un 360 degrés. Bref, c'est sa zone clairement la plus mobile si on ne compte pas les petites pinces qui sortent de son corps régulièrement, bien entendu. Donc il était tout à fait approprié pour cet exercice, mais au-delà du fait que chez nous, en tout cas, ce soit des mouvements qui puissent être d'abord destinés à bien reprendre conscience de la souplesse de son cou, à détendre cette zone ainsi que la zone des mâchoires qu'on a tendance à serrer bien fort. Je pense que si tu es stressé, tu verras très bien de quoi je parle, que ce soit pendant la nuit ou même en journée, où très souvent on va se rendre compte qu'on est un petit peu bloqué dans cette zone-là. Donc c'est un exercice qui peut faire beaucoup de bien à toute la zone des épaules, du cou et de la mâchoire. Mais c'est aussi un exercice qu'on va utiliser, tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants, pour se programmer. Se programmer à dire oui, par exemple, aux bonnes opportunités, aux bonnes choses, à je ne sais pas, l'inconnu qui peut arriver également, et puis aussi à dire non aux pensées parasites, à dire non tout simplement, c'est aussi quelque chose qu'on oublie souvent de faire, mais qui est important. Dire oui comme dire non, c'est manifester aussi exactement ce dont on a besoin à un moment donné. Sans être désagréable, bien entendu, il ne s'agit pas de ça, mais on confond souvent les deux choses, alors que en réalité, quand on exprime simplement son besoin, c'est souvent très bien reçu par la personne en face de soi. Donc, on se programme, et dans un cas particulier, c'est un exercice qui peut aussi servir à favoriser l'expression orale. Et oui, quand on va se préparer par exemple pour un événement qui va nécessiter d'être bon oralement, un entretien d'embauche, un examen oral, etc., eh bien le fait de dénouer les tensions dans cette zone mâchoire, cou, de dire non, de dire oui, d'apprendre à affirmer son expression, ça peut être un excellent moyen de se programmer à réussir justement dans ce genre de configuration. Tu l'as entendu, c'est un exercice de relaxation dynamique, donc tout le monde est le bienvenu. Il se pratique debout, c'est ainsi que je vais l'animer, mais ça ne pose absolument aucun problème de le pratiquer assis si tu ne peux pas te tenir debout. Tu verras, ça va se faire très facilement. Du moment que tu n'as pas de problème de cervical, il n'y a pas de contre-indication, en tout cas à ma connaissance, pour cet exercice. Il se pratique en 4 étapes, c'est finalement un exercice assez long, d'ailleurs on le coupe souvent en deux. Souvent on va garder les 2 premières étapes où il va s'agir en fait de bouger sa tête de gauche à droite tout doucement. Donc je t'explique, on inspire, on prend une longue inspiration par le nez, on bloque la respiration, on bouge la tête, puis on souffle doucement par la bouche en revenant dans la position initiale. Donc, il y a 4 postures. Les 2 premières, on va donc bouger la tête de gauche à droite tout doucement, comme si on disait non, justement. Dans le deuxième cas, on va cette fois-ci bouger la tête de manière verticale, comme si on disait oui. Et très souvent, on va utiliser cet exercice juste avec ces deux premiers mouvements pour accompagner les intentions de programmation qu'on va lui accoler. Mais
Dans la suite de l'exercice, il y a un autre mouvement où on va en fait effectuer des petits mouvements de rotation avec la tête, un petit peu comme si tu essayais de tracer un cercle avec le bout de ton nez en face de toi. Tu vois vraiment aller former un petit cercle avec le bout du nez avant de revenir en position centrale. Et le dernier mouvement, là, il s'agit plus de se concentrer sur les muscles antérieurs, donc ceux du devant du cou qu'on néglige considérablement, notamment quand on se prépare à l'oral. Souvent, on a tendance à détendre, enfin je dis souvent, ce serait bien de penser à le faire pour ceux qui ne le font pas, mais on a tendance à davantage penser à détendre les joues, à se chauffer les muscles du visage pour pouvoir articuler correctement, et on oublie bien souvent la zone du cou, alors que plus celle-ci va être à la fois détendue mais aussi mobilisée, plus les cordes vocales vont pouvoir être utilisées de la bonne manière, sans blocage, sans tension, etc. Donc là, l'idée, ça va être de crisper légèrement, quand on aura la respiration bloquée, les muscles du devant du cou. Pour cela, je te conseille vivement, tu sais, de lever un tout petit peu ton menton et d'avancer ta mâchoire inférieure légèrement vers l'avant. Tu vois, comme si tu voulais sortir un tout petit peu tes dents inférieures de ta bouche en levant le menton, et tu vas voir que tout de suite, tu vas sentir les muscles du cou, les muscles de l'avant du cou se tendre. C'est ce qu'on cherche à obtenir, puisqu'on va les tendre et les détendre, justement pour sentir cette impression de relâchement. Je pense avoir tout expliqué. Comme d'habitude, je t'encourage à vérifier que rien ne te gêne, que tu n'aies pas un collier, une écharpe, quelque chose qui pourrait entraver tes mouvements dans cet exercice du cou. Comme à l'accoutumée, je t'encourage vivement à rester bien à l'écoute de tes ressentis, puisque c'est ça l'essentiel dans ces exercices, et reste également bien à l'écoute du son de ma voix pour suivre les consignes au fur et à mesure. Si tu es prêt, je te propose déjà de te mettre dans la bonne position de départ. Donc je vais dire debout, mais si tu es assis, il n'y a aucun problème. Donc, debout, les pieds écartés à peu près à la largeur du bassin. N'hésite pas à fléchir légèrement les genoux pour garder ton équilibre, puisque comme souvent, c'est un exercice qui se fera les yeux fermés. Garde la colonne vertébrale bien droite. Pense à baisser tes épaules, à garder les bras lâches et souples le long du corps. Garde la tête bien dans l'alignement de la colonne vertébrale et tu peux fermer les yeux. Inspire profondément par le nez et bloque ta respiration. Et tourne doucement la tête de droite à gauche à l'horizontale comme pour dire non. Ramène ta tête en position droite en soufflant doucement par la bouche. Reprends ta respiration naturelle. Sens le relâchement dans ta nuque. Prends conscience des mouvements de ton cou. Recommence une deuxième fois, inspire profondément par le nez et bloque ta respiration. Tourne doucement la tête de droite à gauche comme si tu disais non. Et ramène ta tête en position initiale en soufflant doucement par la bouche. Reprends une respiration naturelle. Sens ta nuque se délasser. Prends conscience de l'amplitude des mouvements de ton cou. Recommence une dernière fois à ton rythme. Retrouve ta respiration normale. Accueille l'ensemble de tes ressentis. Prends conscience de la souplesse de ton cou. Tu vas maintenant enchaîner avec le deuxième mouvement, celui où tu feras comme si tu disais oui de la tête. Inspire profondément par le nez.
Bloque ta respiration et incline doucement ta tête de haut en bas, comme pour dire oui. Ramène ta tête en position droite en soufflant doucement par la bouche et reprends ta respiration normale. Accueille les sensations de relâchement dans la nuque. Prends conscience des mouvements de ton cou. Une deuxième fois, inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et incline doucement la tête de haut en bas, comme si tu disais oui. Et ramène ta tête en position droite en soufflant par la bouche. Reprends une respiration naturelle. Sens ta nuque se délasser doucement. Prends conscience de l'amplitude des mouvements de ton cou. Je te laisse recommencer une dernière fois en disant oui à ton rythme. Reprends ta respiration normale. Accueille l'ensemble de tes ressentis. Prends conscience de la souplesse de ton cou. Tu vas maintenant passer au troisième enchaînement. Il s'agira donc de faire des ronds avec le visage, comme si tu tentais de tracer un cercle avec ton nez. C'est à toi, inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et effectue délicatement des rotations de la tête, comme pour dessiner un grand cercle. Et ramène doucement la tête en position droite en soufflant par la bouche. Reprends ta respiration naturelle. Accueille les sensations de relâchement dans la nuque. Prends conscience des mouvements de ton cou. Recommence une deuxième fois, inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et effectue les mouvements de rotation avec la tête dans l'autre sens. Et ramène ta tête en position droite en soufflant par la bouche. Retrouve une respiration normale. Sente toute ta nuque se délasser. Et prends conscience de l'amplitude des mouvements de ton cou. Et recommence une dernière fois en faisant des mouvements de cercle avec ton nez dans le sens que tu souhaites et à ton rythme. Reprends une respiration naturelle. Accueille l'ensemble de tes ressentis. Prends conscience de la souplesse de ton cou. Tu vas maintenant pouvoir passer au dernier enchaînement où tu dois crisper les muscles antérieurs du cou. Je te rappelle, je te conseille de lever légèrement le menton et d'avancer la mâchoire inférieure pour sentir les muscles du cou se crisper, se tendre légèrement. Je te rappelle également que si tu ressens le moindre inconfort, ajuste la position. Le but n'est pas que ce soit désagréable. Inspire profondément par le nez.
Bloque ta respiration et tends les muscles antérieurs de ton cou. Et relâche en soufflant fort par la bouche. Reprends ta respiration naturelle. Ressens la détente de tes muscles. Prends conscience du relâchement de ta gorge. Recommence une deuxième fois. Inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et tends les muscles antérieurs du cou. Et relâche en soufflant par la bouche. Retrouve ta respiration normale. Ressens l'allongement de tes muscles. Prends conscience de l'étirement de ta gorge. Et recommence une dernière fois à ton rythme. Reprends ta respiration naturelle. Accueille l'ensemble de tes ressentis. Prends conscience de la souplesse de ton cou. L'exercice est à présent terminé. Tu peux ouvrir les yeux. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis comme d'habitude à lundi prochain et n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.